Alors justement, nous allons lui donner la parole à Jean-Marie Le Pen par l'entremise d'un de ses plus fidèles parmi les fidèles. Et nous allons également demander, donc c'est Karl Lang, et nous allons également demander à un représentant, un défenseur de Philippe de Villiers de nous rejoindre sur le plateau, Jérôme Rivière, mesdames, messieurs. Bonsoir Karl Lang. Alors je le disais, bonsoir. Fidèle parmi les fidèles de Jean-Marie Le Pen, c'est vrai que vous êtes un frontiste depuis la première heure. Oui, absolument, depuis que j'ai 20 ans. Et je considère que défendre mes idées, défendre mon pays, défendre le peuple français fait partie de ma vie. Et je crois que Jean-Marie Le Pen est l'homme qui incarne tout cela. Et la France dans sa diversité, la France de Bretagne, d'Alsace, la France de Nouvelle-Calédonie aussi. Moi, je suis attaché à l'unité de la France, à l'identité de la France, à la défense du peuple français dans sa diversité. Et je crois surtout que le pays attend un véritable changement. Nous avons le sentiment d'être, depuis 30 ans, victime d'une classe politique ou politicienne qui n'a jamais été capable de résoudre aucun des vrais problèmes du pays, que ce soit M. Sarkozy, M. Bayrou, Mme Royal. Tous ces gens-là sont les sortants d'un système. Ce sont les représentants d'une caste, d'une classe qui s'est approprié le pouvoir. Et je pense que Jean-Marie Le Pen est capable d'apporter un véritable changement, une grande alternative, un souffle nouveau. Quand Christian Carambeau vous dit que ce n'est pas à l'image d'une démocratie, un personnage comme Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que ça vous évoque? Écoutez, M. Konopnicki vient de faire la démonstration que les démocrates ne sont pas ceux que l'on croit. Puisque dans le scénario de M. Konopnicki, Jean-Marie Le Pen devient président de la République, élu par le peuple. Et que se passe-t-il ? Eh bien, plutôt que de respecter, un fort taux d'abstention, plutôt que de respecter l'expression populaire, le choix démocratique du peuple français, eh bien, dans le livre de M. Konopnicki, Jean-Marie Le Pen est renversé par la rue. C'est-à-dire que la démonstration est faite dans ce livre que ceux qui donnent des leçons de démocratie, de morale républicaine, de droit de l'homme, etc. C'est vrai qu'il n'est pas renversé par la rue. Il le sera à terme par vous m'avez parlé de mai 68, de révolution, de protestation. La rue proteste et effectivement, il répond exactement comme vous le faites. Alors, je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire, il dit, mais vous n'êtes pas des démocrates. J'ai été élu par le suffrage universel et vous manifestez. Alors, le droit de manifester, effectivement, il va le suspendre. C'est vous qui le suspendez, pas lui. Il va le suspendre. Il va le suspendre, mais d'autres l'avaient fait, d'ailleurs. Mais il va le suspendre. Oui, il y a un passage où vous mettez en scène Jean-Pierre Chevènement, donc ancien ministre de l'Intérieur, qui essaye d'appeler le préfet de police de Paris. Il dit, je suis l'ancien ministre de l'Intérieur, j'ai le droit de l'appeler, et le flic l'envoie balader. Je peux rassurer M. Konopnicki, ne soyez pas inquiet. Nous respectons la démocratie, nous respectons le droit de manifester. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que cette République dont tout le monde parle n'est pas une démocratie. Il y a un certain nombre de monarchies en Europe qui sont plus démocratiques que cette République. Je prends un seul exemple, M. Konopnicki. L'Assemblée nationale n'est pas représentative. Vous avez des centaines de milliers, des millions d'électeurs qui votent pour des partis en dehors des partis de la bande des quatre, que ce soit à gauche ou à droite, qui n'ont pas, compte tenu du mode de scrutin, le droit d'être représentés à l'Assemblée nationale. Vous pensez aux Français issus de l'immigration? Non, je pense à tous les Français. Je pense aux millions d'électeurs qui votent Front National et qui n'ont pas un seul député à l'Assemblée nationale. Donc je veux dire par là que ceux qui donnent des leçons de démocratie, mais je ne vous vise pas, M. Konopnicki, ceux qui traditionnellement accusent Jean-Marie Le Pen et le Front National d'être antidémocrates, d'être hostiles à la République, ce sont ceux-là même qui nous ont imposé un mode de scrutin qui exclut des millions de citoyens français Karl Lang, de la comme vous venez de le représentation faire, nationale. Effectivement, on a très souvent tendance, et on a raison de le faire, à associer le Front National à Jean-Marie Le Pen autour de ce leader charismatique depuis sa fondation. Alors je vous propose de revenir à travers ce sujet réalisé par Elisa Azoghi sur le personnage de Jean-Marie Le Pen qui, depuis le début, essaye de recueillir le vote protestataire des Français. Depuis combien de temps disposez-vous de ces signatures? Maintenant. Ah, ça vient de tomber. Voilà, aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen obtient ses signatures. En même temps, on n'était pas très inquiet. C'est la 5e fois que le leader du Front National frappe à la porte de l'Élysée. Et c'est à chaque fois le même scénario. À 78 ans, Le Pen se présente encore comme la victime d'un système politique et médiatique qui le rejetterait. Et pourtant, il n'a jamais été aussi présent à la télé. Lui, seul contre tous. Moi et moi seul, indépendant des puissances d'argent
l'argent des groupes de pression et des lobbies. L'unique représentant de la démocratie, du pluralisme et de la liberté de choix des Français. Alors depuis le temps, avec Jean-Marie, on connaît la chanson. Patriotisme, la tyrannie, les tendances sanglantes élevées. Anticommunisme. Ce soir, c'est la fiesta chez les gauchos. Ils sont arrivés là sur leurs chevaux. Du fond de la Pampa jusqu'à San Marino. Ce soir, c'est la fiesta gaucho. Et surtout, anti-immigration. La solution Le Pen est simple. Contre la crise, il suffit de boucher le trou par lequel la mer fait irruption et menace de couler le navire. Merci pour la métaphore. Roi de la surenchère, il s'est aussi donné dans la provocation. Ces multiples dérapages contrôlés sont relayés indéfiniment dans les médias depuis 50 ans. Les chambres à gaz, détails de l'histoire, resteront à jamais dans les mémoires. Déjà, le jeune Jean-Marie, certifié 100% français de l'entre-deux-guerres, rêve d'héroïsme et de grands combats. Mobilisé en Indochine, puis en Algérie, à 27 ans, il est le plus jeune député de France derrière le parti populiste de Poujade. Il crée le Front National en 1972 et en devient la figure emblématique et irremplaçable. Ces pâles imitateurs qui ne sont même plus des duplicateurs, mais des caricateurs. Depuis les années 80, le parti nationaliste rassemble le vote protestataire de plusieurs millions d'électeurs. Au point que le leader de l'extrême droite française touche son rêve du doigt en 2002. Il grille la priorité à Lionel Jospin au second tour. Depuis, changement d'attitude. Le Pen s'assagit et se rend respectable. Fini le temps où Pierrette, l'épouse éconduite et repentie, posait nue dans Playboy. Aujourd'hui, l'heure est à la fidélité, celle de la fille, Marine, avocate, souvent promise à la succession du papa. Le Pen joue d'égal à égal avec ses adversaires et cultive l'art de la formule. Sarko la girouette et Ségo la gaffeuse. Alors que l'ennemi de toujours pense que l'extrémisme dégrade et salit l'image et même l'honneur de la France. En 2007, Jean-Marie se présente comme le seul gouvernement qui soit véritablement alternatif de l'Union de l'UMPS. Convaincu de pouvoir gagner, il est déterminé à être premier ou le deuxième. Être président, y croit-il vraiment? Présent au second tour, ne mérite-t-il pas en soi de trouver le repos éternel? Allez Jean-Marie, c'est la dernière ligne droite, jusqu'à l'extrême. Alors Karl Lang, le problème, c'est le problème de la succession de Jean-Marie Le Pen. On dit qu'il livre là son dernier grand combat politique. Est-ce que c'est le chant du cygne? Et est-ce qu'au Front National, vous pensez déjà à la succession du grand leader? Non, nous pensons à l'élection présidentielle, déjà, n'est-ce pas? Vous y croyez vraiment? Mais oui, mais je crois tout à fait que toutes les cartes sont redistribuées. D'ailleurs, M. Konopnicki n'a pas rédigé un livre comme ça de manière parfaitement abstraite. Un roman, c'est pas un essai. C'est un roman. Tout à fait, et puis ça se terminerait. Je ne suis pas Madame Soleil. Ça se terminerait beaucoup mieux qu'il ne le dit dans son livre. Partout au Front National, le roman. Malheureusement, on ne trouve pas dans toutes les bonnes librairies. Il doit boire du petit lait, Jean-Marie Le Pen, avec votre livre, quand même, dit Konopnicki. Non. Il doit boire du petit lait, Jean-Marie Le Pen, avec votre livre. Peut-être pas, parce que je raconte quand même un certain nombre de choses, parce que je voyais sa biographie. Quand on parle du Le Pen national, de l'époque du poujadisme, à ce moment-là, il est entouré de gens qui ont porté l'uniforme allemand. Il crée une société, son associé Léon Gaultier est un ancien Waffen-SS, il crée un parti, le secrétaire général, avant Karl Lang, Victor Barthélemy, a écrit qu'il avait été le correspondant en France de l'état-major SS, il était secrétaire général du PPF de Doriot. On trouve le trésorier adjoint du Front National, il a été auxiliaire de la Gestapo à Cannes, et vous trouvez un homme qui a compté beaucoup, André Dufresne, secrétaire national du Front National jusqu'à sa mort il y a quelques années, il avait aussi porté l'uniforme allemand, 530, on l'appelait Dédé Panzer au Front National, ce qui est inexact parce qu'il était au 539e régiment d'infanterie de marche de la Wehrmacht. Et M. Konopnicki, vous ajoutez à ça tous les résistants qui ont accompagné Jean-Marie Le Pen. Michel de Camaret, ancien ambassadeur de France, compagnon de la Libération. Pierre Sergent qui s'en va quand Le Pen. Pierre Sergent qui a été un homme des forces françaises libres. Voilà, puis de vous le dites l'OS, vous-même. c'est vrai, Voyez, bon, mais voilà. il s'en va quand Jean-Marie Le Pen soutient Saddam Hussein contre la France. Mais pas du tout, ça n'est pas exact. Non, en 91, pourquoi Pierre Sergent s'en va? Monsieur Konopnicki, Jean-Marie Le Pen est un homme qui est favorable à la réconciliation nationale. Nous avons souhaité réunir les Français, rassembler les Français, tous ceux qui se sentent patriotes et
et qui veulent défendre le territoire national, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs origines sociales, quelles que soient leurs origines religieuses, quelles que soient leurs origines même quand ethniques. ils ont aidé, vous avez quand même bien tempéré votre discours. À occuper le territoire national et à traquer les patriotes. Peu de silence. Bon, un peu respecter la parole des autres, monsieur Konopnicki. Tous ceux qui se retrouvent autour des valeurs nationales. Nous pensons aujourd'hui que dans un monde en véritable ébullition économique, industrielle, démographique, la France, l'État, le gouvernement, les frontières, la nation restent les instruments de notre Avant de laisser la parole à Jérôme Rivière, qui nous écoute très attentivement depuis tout à l'heure. Juste une question, la succession. Parce qu'on vous présente, vous, Karl Lang, parmi d'autres, avec aussi Bruno Gollnisch, comme l'un des possibles successeurs de Jean-Marie Le Pen. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Je ne peux pas mieux vous répondre. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'élection présidentielle, puis les élections législatives. Vous savez, Jean-Marie Le Pen est un combattant. C'est un homme qui a voué sa vie au service national. Et je pense que tant qu'il se sentira en forme, il mènera cette bataille nationale. Donc cette question de succession n'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que, sauf pour sa fille, il est interdit d'en parler. C'est-à-dire que Bruno Maigret a voulu en parler un peu haut, un peu fort et un peu tôt, et il pensait qu'il avait suffisamment de cadres derrière lui pour que Le Pen n'aille pas jusqu'à la scission. Il croyait ça. À mon avis, il se trompait, et ça, j'étais de ceux qui l'avaient vu dès le début et qui l'avaient écrit. Alors, effectivement, Maigret pouvait emmener qui voulait. Le Front National, ça tient sur un chef charismatique. Je ne veux pas vexer M. Lang, mais je ne crois pas qu'il ait le charisme. Donc pour vous, quand Le Pen disparaîtra, le Front National sera terminé. Alors, ce sera l'histoire ancienne. Sous cette forme-là, je pense que ça pourra marcher difficilement sous cette forme-là. Quand il n'y sera plus. Mais ça n'est pas à l'ordre du jour. Là-dessus, je rejoins Karl Lang. Il y a une élection présidentielle. Et plutôt que de spéculer sur ce qui se passera après, il a pris de l'âge, etc., mieux vaudrait que les démocrates, que les républicains regardent l'élection présidentielle et évitent la répétition de la précédente. Un mot pour terminer sur cette question. Vous savez, le Front National n'est qu'un instrument au service de la France et des Français. C'est pas un instrument au service des militants du Front National. Et tant qu'il existera une conscience nationale, tant qu'il existera un peuple français, tant qu'il existera une nation française, eh bien il existera un courant politique national. La notion de peuple français est difficile à définir. C'est la première sur ce plateau, on est très peu à pouvoir se réclamer d'être un peuple du préambule français. de la Constitution. Oui. La Constitution de la Ve République, sa première phrase, le peuple français. Donc ça veut bien dire que le peuple français existe. Est-ce que c'est le sentiment, par exemple, que vous avez, vous, Christian Carambeu? Et derrière, ça fait appel à une notion que vous combattez, qui est les Français naissent libres et égaux, quelle que soit leur origine. Et nous approuvons cela totalement, monsieur Konopnicki. Christian Carambeu, je vais vous présenter un homme qui a voulu, dans une proposition de loi, imposer l'apprentissage de la Marseillaise à l'école. Mais qui non seulement a voulu l'imposer, mais a fait passer le texte de loi, c'est la loi aujourd'hui, dans le cadre d'un amendement à la loi Fillon. L'enseignement de la Marseillaise est une obligation légale depuis la loi Fillon, puisqu'effectivement j'avais eu l'occasion, comme député UMP, puisque je suis député à l'Assemblée nationale de l'UMP, j'ai pu présenter un certain nombre d'amendements. Vous savez, c'est la possibilité qu'ont les parlementaires. Mais les amendements, très souvent, ou les propositions de loi ne sont pas suivies des faits. Pour être exact, des propositions de loi. Et à l'occasion d'une loi, la loi Fillon, j'ai proposé cet amendement qui me paraissait de bon sens, puisque vous le savez qu'il y a des symboles qui sont inscrits dans notre Constitution. Il y a 3 symboles. Il y a notre devise, liberté, égalité, fraternité. Il y a notre drapeau tricolore. Et il y a son hymne national, la Marseillaise. Il me paraît essentiel, à partir du moment où nous avons un symbole inscrit dans la Constitution, qu'il soit enseigné. Christian. Et c'est devenu la réalité, et c'est la loi aujourd'hui. Non, c'est très bien, je crois que ça fait partie de l'instruction, des connaissances. Mais je crois qu'il faut d'abord alphabétiser tout le monde. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. On peut toujours dire de savoir l'écrire, savoir écrire, savoir lire. C'était d'ailleurs la loi Fillon, c'était de faire en sorte qu'on puisse plus sortir de l'école primaire sans savoir lire, écrire et compter. Parce que vous savez qu'avant, c'est pas complètement réussi. Mais c'est pas complètement réussi. Mais avant le gouvernement que j'ai soutenu pendant ces 5 années, l'apprentissage de la lecture était considéré comme acquis à la fin de la 3e. C'est ça, la gauche, c'était la lecture à la fin de la 3e. Donc si vous voulez, on Jérôme Rivière, vous êtes un énergumène assez rare, mais il y en a quelques-uns. Atypique. Un parlementaire UMP qui ne soutient pas Nicolas Sarkozy, et pas du tout, puisque vous avez pris même la présidence du comité national de soutien de Philippe de Villiers. Exactement. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est très simple. Je veux soutenir des idées d'une droite patriotique de gouvernement. Comme Karl Lang. J'en ai assez d'avoir des idées de droite, des élus
qui, vous savez, se présentent avec des idées de droite, comme le fait Nicolas Sarkozy aujourd'hui, nous parlant d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et qui derrière, à la réalité du pouvoir, vont de renoncement en renoncement. En 2002, je vais vous donner un exemple, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix. En 2002, on a fait campagne pour expliquer que nous allions abroger la loi des 35 heures. Nous n'avons pas abrogé la loi des 35 heures. En 2002, nous avons fait campagne pour expliquer que nous allions supprimer l'AME, ou en tout cas réformer considérablement l'AME. L'AME, ce terme un peu compliqué, ça veut dire que c'est l'aide médicale d'État, c'est 1 milliard d'euros que nous donnons chaque année pour payer les frais médicaux des clandestins, qui ne payent pas de ticket modérateur, pendant que les Français et les étrangers en situation régulière, eux, payent le ticket modérateur. Donc on a voulu modifier tout ça, on a fait campagne, on a expliqué qu'on allait le changer. Dans la réalité des 2 textes de loi que nous avons présentés, à chaque fois on nous a expliqué « faut rester généreux ». Donc on a des propos de campagne qui vont dans un sens, c'est une réalité au moment de l'exercice du pouvoir, donc je suis déçu, donc je veux cette droite. Patriotique, attendez, je termine, patriotique, la raison du patriotique, la patriotique, c'était simplement expliquer qu'aujourd'hui, nous sommes dans une Europe ultra-libérale, mais d'un libéralisme connu nulle part ailleurs. Vous n'avez aucune union économique sur Terre, que ce soit les États-Unis, que ce soit en Asie avec l'Inde ou la Chine, qui se laisse à ce point-là envahir par des produits étrangers. Vous avez aujourd'hui, lorsque vous importez des produits manufacturés à l'étranger, des taux de douane qui sont très bas. Dans le même temps, quand nous exportons à l'extérieur, nous avons des taux de douane élevés et nous perdons, mais alors à l'appel tous les jours, des dizaines de milliers d'emplois. Donc patriotique parce que nous souhaitons, avec Philippe de Villiers, très clairement, des barrières douanières, une protection européenne. Et de gouvernement, parce que mon objectif, c'est pas d'être dans la protestation, mais bien sûr, l'Europe du traité de Rome, l'Europe des États souverains. Et de gouvernement, parce que nous n'avons pas une posture de protestation. De l'euro ou pas ? L'abolition de l'euro. Le problème de l'euro aujourd'hui, c'est la Banque Centrale Européenne. Et vous avez une Banque Centrale Européenne à qui on a donné comme délégation la gestion de l'euro avec un seul critère en tête, la lutte contre l'inflation. Donc revenir où est l'inflation, Jérôme Rivière. Je ne vois pas l'inflation. On revient imposer au à la BCE d'avoir en tête la croissance. La croissance pour que nos concitoyens retrouvent du pouvoir d'achat et qu'on puisse de nouveau exporter. Karl Lang, le retour au franc. Eh ben, écoutez, en tous les cas, il appartiendra au peuple français de le décider par voie de référendum. Depuis déjà Nous proposons, pour être, d'ailleurs, tout ce qui vient d'être dit, c'est le programme du Front National depuis 20 ans. Il faut le dire aussi. Bon, moi, je regrette que Philippe de Villiers n'ait pas répondu favorablement à l'appel de Jean-Marie Le Pen autour de sa candidature d'Union patriotique. Il a eu raison puisqu'il a obtenu ses 500 signatures. Bon, oui, mais parce que Philippe de Villiers aurait dû, s'il pense ce qu'il dit aujourd'hui, eh bien, il aurait dû participer à la campagne électorale de Jean-Marie Le Pen. Soit Philippe de Villiers pense ce qu'il dit, soit il manipule l'opinion. Je rappelle, sans polémiquer, qu'en 2002 tout de même, en 2002, au 2e tour de la présidentielle, il fallait choisir entre Jacques Chirac, le super menteur, le super corrompu, vous ne reconnaissez pas dans les et Jean-Marie Le Pen, et Philippe de Villiers a appelé à voter Chirac. De gouvernement, on n'est pas dans une posture de protestation. Et vous savez, j'entendais tout à l'heure cet affrontement sur le système. Le vrai système aujourd'hui qui existe, c'est PS, UMP, UDF, FN. Vous savez que les partis politiques reçoivent du financement de nos impôts. C'est nous qui payons chaque année. Quels sont les 4 partis qui aujourd'hui bénéficient massivement de ce financement? Ce sont ces 4 partis. C'est un système qui s'arrange. Attendez, le système, il est fondé. Le système du financement, il est fondé sur les élections législatives. C'est un système qui verrouille au profit des partis existants, puisque pour être candidat, pour avancer, et vous le savez bien, il faut avoir le soutien de partis politiques pour pouvoir faire des campagnes électorales. C'est indispensable. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le système est totalement verrouillé. La loi de financement des partis politiques, elle est insuffisante, mais elle a été faite dans l'esprit inverse. Parce qu'avant, on avait des partis au pouvoir qui avaient accès à des financements, ça a donné les affaires. Ensuite, on a voté des lois d'avant 88. Les financements dont bénéficie le FN, mais aussi la LCR, mais aussi des tas d'autres, tiennent au fait qu'ils ont présenté plus de 75 candidats à une élection législative. Et en fonction, ou 50. Au début, c'est 75, c'est tombé à 50. Et en fonction du nombre de voix de chacun des candidats, le contribuable. Un mot de Karl Lang et on a un reportage. Je ne peux pas laisser dire que Jean-Marie Le Pen et le Front National font partie du système tout de même. Parce que là, quand même, les électeurs
commentateurs depuis 20 ans ont bien compris qu'il y avait d'un côté les partis du système et de l'autre côté Jean-Marie Le Pen et le Front National, puisque vous avez toujours voulu vous présenter comme des victimes du système. Hein. Exclus, rejetés par la classe politique. Monsieur Konopnicki, un dernier mot si vous le permettez. Or, Jean-Marie Le Pen et le Front National n'ont cessé d'être en dehors du système. Ça n'est pas Jean-Marie Le Pen. Vous en bénéficiez aujourd'hui du système, qui déclarait, comme le faisait Philippe de Villiers, que le MPF était le flotteur droit du trimaran de la majorité présidentielle. En tout cas, dans le cadre de votre scénario, Guy Konopnicki, nous sommes allés à la rencontre des Français dans la rue et nous leur avons demandé ce qu'ils penseraient de l'élection de Le Pen président. Voilà les réponses et on en reparle juste après en plateau. S'il était élu, pour ma part, je prendrais des mesures pour quitter momentanément le territoire et agir de l'extérieur. Je demande l'asile politique. Moi, je sais pas. Honnêtement, ça serait assez. C'est le scénario évidemment le pire qu'on puisse imaginer. Il faudra se poser de bonnes questions. Ça veut dire que ça sera une nouvelle fois une répétition du 21 avril 2002 et penser à une 6e République. Moi, j'ai de la chance. Je travaille. Je suis française. Je pense pas qu'il puisse m'arriver grand-chose, mais j'ai peur pour d'autres amis que je connais. Ça pourrait peut-être surprendre, oui, pour les Français. Je crois que ce serait une très bonne chose de mettre un coup de pied dans la termitière de la classe politique actuelle. Je crois que c'est le seul qui a cette capacité. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Qu'est-ce que je ferais? Vous voulez savoir si je ferais la fête, si c'est ça le sens de la question? Je suis pas contre à l'idée, mais il est un petit peu trop... Il s'est pas assoupli avec le temps. Et pourtant, je partage une partie des convictions. Il faudrait un homme politique un peu plus mitigé. Il prône des idées racistes, des idées qui ne favoriseraient pas l'émergence des étrangers ici en France. Et pourtant, ces étrangers-là, c'est des étrangers qui participent au développement de la France d'une certaine manière. Moi, je serais déjà très triste. Mais faire quoi? Je suis français, je vis en France, et basta. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je préfère pas m'affirmer, mais je pense que ça irait mal. Je serais dégoûtée. Nous quittons la France, comme diraient certaines personnes. Non, pas à ce point-là. Si aujourd'hui on pense que les idées que prône le Front National ne sont pas adaptées au contexte géographique, institutionnel de la France, c'est d'interdire le Front National. À mon avis, c'est pareil. Il n'y a rien qui change. C'est juste la politique, tout le monde cherche le pouvoir, c'est tout. Non, je pense pas qu'il va être élu. Sérieusement, il sera pas élu, donc j'ai pas peur. Je suis optimiste. Alors c'est tout simplement ce que vous en pensez. On est allé vous consulter. Alors c'est juste à côté d'ici, c'est sur l'esplanade de la Défense à l'heure de la sortie des bureaux. Vous ne pouvez pas faire plus démocratique que ça. Alors Christian, si on vous avait posé la question, qu'est-ce que vous feriez si Le Pen était élu à la présidence de la République? Je repartis en Nouvelle-Calédonie. Non, je sais pas. Je crois. Qui est quand même un petit peu la France aussi. Aussi, mais à 20 000 km, donc il y a une distance, une réalité à part. Je sais pas. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, en regardant, en ayant un œil un petit peu extérieur, qu'on peut parler d'un assouplissement des propos de Jean-Marie Le Pen, d'un changement d'attitude, ou pas du tout? C'est tellement un très bon comédien un excellent orateur, qu'on ne peut pas faire confiance. Enfin, pour moi en tout cas. Je suis désolé. Mais voilà, chacun sa route. Et je crois que... Il est gentil, Carambeau, c'est un défenseur. Vous êtes tout le temps... Non, c'est pas ça. Il a ses convictions. Moi, j'ai les miennes. Il a ses convictions. En défense, il n'était pas gentil. Non, il a ses convictions. Ouais. Moi, j'ai les miennes. Et voilà. Donc, il faut continuer. Mais je crois que, encore une fois, les Français ne sont pas dupes. Voilà. Ils l'ont démontré déjà, il y a déjà 4 ans. Christian, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de 80 minutes. Et nous allons accueillir à votre place un journaliste de terrain, Paul Morera, et un avocat, Guillaume Veil-Rénal. Merci beaucoup. Bonne route. Merci beaucoup. Merci, salut. À vous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Voilà, c'est très protocolaire. Monsieur Rivière, Monsieur Lang, Monsieur Konopnicki. J'aurais quand même voulu marquer le système
donc que j'évoquais tout à l'heure, ça arrange un peu tout le monde, qui est comme ça une sorte de diable dans la boîte qui permet d'abord de faire des reportages, d'effrayer un peu tout le monde. Ça arrange dans quel sens? Ça arrange dans quel sens? Ça permet de faire des émissions, ça permet de se positionner brutalement sans parler du fond et des idées, parce que ce qui compte aujourd'hui quand même dans une élection présidentielle, c'est pas exclusivement la personnalité de ceux qui vont se présenter, mais quel est notre projet pour la France. Et c'est ça dont il faut quand même parler, c'est d'évoquer quels sont les vrais sujets. Sur quelle voie on compte engager notre pays pour les 5 prochaines années. Alors il y a un sujet en tout cas qui vous tient beaucoup à cœur à tous les deux, c'est le sujet de l'immigration. Bien sûr, c'est un sujet important. Voilà, sur lequel vous êtes absolument sans concession. Hein, on peut parler de tolérance zéro au niveau de l'immigration, en ce qui vous concerne tous les deux. Écoutez, ça dépend. Écoutez, je sais que M. Sarkozy veut créer un ministère de l'immigration. Bon, ça veut dire que lui, dans sa tête, il faut continuer à organiser une immigration nouvelle. Sinon, on organiserait un ministère de l'intégration ou autre chose. Nous considérons aujourd'hui qu'après 30 années d'une immigration massive totale, la France n'a plus les moyens financiers, sociaux, économiques d'absorber une immigration nouvelle. Il faut que cela s'arrête. Sinon, le navire va couler, écrasé par le poids. Je prends un seul exemple. Dans le cadre des logements sociaux, n'est-ce pas, on se pose toujours le problème d'année en année de savoir comment se fait-il que bien que l'on construise 80 000, 100 000 et d'autres candidats souhaitent construire 120 000 logements sociaux par an, on n'arrive pas à répondre à la demande de dizaines, de centaines de milliers de familles françaises qui n'accèdent pas aux logements sociaux. Mais à partir du moment qu'on continue d'accepter sur notre territoire national 150, 170, 180, 200 000 entrées... On sait, l'immigration, c'est un des grands créneaux du Front National. D'ailleurs, vous mettez en œuvre dans votre ouvrage... On ne peut évidemment pas assumer ce poids Jean-Marie Le Pen, dès qu'il est au pouvoir, la première mesure qu'il met en œuvre, c'est la préférence nationale. Évidemment. Alors, après, c'est comment ça peut fonctionner. Donc, je fais quelques suggestions. Par exemple, un employeur. Parce que le problème, c'est que Le Pen a en même temps un programme économique ultra-libéral. C'est-à-dire qu'il diminue l'impôt des plus riches, il augmente les plus pauvres, il double les taxes de tous les côtés, et c'est comme ça. C'est comme ça ce qui va se passer. Là, et donc je propose. Attendez, non, j'ai regardé. Attendez, j'ai regardé, j'ai encore écouté votre ami Martinez. Complètement à côté de la plaque. Martinez, il n'y a pas longtemps, il y a plus de Martinez, c'est le penseur économique du Front National. Alors l'idée, par exemple, de permettre à un employeur, donc je fais une suggestion de permettre à un employeur d'embaucher, de licencier 5 à 10 étrangers pour embaucher un Français. La préférence nationale, ça peut pas. Mais je fais surtout le pari. C'est pas ça le programme du Front National. Non, mais c'est la caricature facile. Le problème vous savez, le problème des préférences. Mais attendez, parce que c'est fatigant d'entendre sur le principe de l'immigration. Aujourd'hui, on passe tout de suite, vous vous positionnez tout de suite pour caricaturer, pour essayer de placer ça sur un terme ambigu, de racisme. Non, oui, mais c'est pas un roman, l'élection présidentielle. Jean-Marie Le Pen aime c'est une aussi élection la caricature sérieuse. parfois. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas dans une optique de gouvernement. Et c'est la vraie différence avec Philippe de Villiers. Un certain nombre de propositions sont des sujets sérieux. Philippe de Villiers fait 2%, Jérôme Rivière. Vous vous souvenez combien le traité constitutionnel rassemblait de pourcentage pour le non à l'époque où nous sommes rentrés en campagne, 36%. Si on écoutait les sondages aujourd'hui, vous savez, on plie les Gaules. Si les Français ont voté non, c'est pas parce qu'ils ont suivi Philippe de Villiers. Et pourquoi ont-ils voté non? Parce qu'ils ont suivi qui? Parce qu'il y a des gens que ça arrange médiatiquement d'expliquer et de pointer du doigt telle ou telle personnalité? Non, ils ont voté non parce qu'ils ont eu des arguments de bon sens qui leur étaient présentés. L'un des arguments essentiels étant le fait que les Français refusaient l'entrée en Europe de la Turquie. Donc je crois que c'est important et essentiel. Avec Marie-Georges Buffet, elle expliquait que c'était elle qui avait voté non. Oui, puis Fabius dit la même chose. Le thème, c'est liberté d'expression. Il y a quand même deux de nos invités qui viennent d'arriver. Le journaliste et la liberté d'expression, c'est pas ça. Vous savez qui a fait voter non? C'est qui a fait voter non? Valéry Giscard d'Estaing. Comme ça réconcilie tout le monde. En tous les cas, parmi les 4 candidats principaux, il y a un seul candidat du non, c'est Le Pen. Bayrou est pour le oui, Ségolène Royal et Sarkozy, tous les 3 sont des candidats du oui. Le seul parmi ces 4 à avoir soutenu le non, c'est Jean-Marie. Donnons la parole à nos deux nouveaux invités, Guillaume Velrenal et Paul Morera. Alors, Paul Morera, on vous prive de 2 minutes, puisque vous aviez l'habitude de présenter le magazine 90 minutes sur Canal+. Excellent titre, je ne sais pas qui vous a inspiré. Et aujourd'hui, donc, vous êtes plutôt à votre compte, vous réalisez toujours des reportages. Alors vous, votre truc, c'est le terrain.
Et Guillaume Velrenal, c'est aussi une forme de terrain, le palais de justice. Vous êtes avocat et vous avez travaillé, messieurs, je crois que vous ne vous étiez jamais réunis avant on s'est pas donné le mot. Ce soir, sur le même sujet qui est la liberté d'expression. Alors vous, Paul Moreira, sont les nouvelles censures et vous, Guillaume Velrenal, sont les nouveaux désinformateurs. Alors là, les deux mots sont jetés. C'est un, la censure, deux, la désinformation. Paul, on va vous laisser la parole tout d'abord. Est-ce qu'avec toute cette masse de médias que l'on a, on peut encore parler de censure aujourd'hui? Justement, en fait, le paradoxe, c'est qu'on est dans des sociétés de plus en plus transparentes. En fait, la censure brutale, simple, genre on supprime un truc, on téléphone et on arrête, c'est fini. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui, au contraire, censurer est presque devenu un argument marketing qui multiplie par 10 l'impact d'une information. Donc ça, c'est le nouveau contexte. On va vers de plus en plus de transparence avec ces univers. C'est-à-dire qu'on ne peut plus arrêter le flux de l'information, mais on peut le contrôler. Exactement. Et c'est là tout l'angle de votre ouvrage. Alors, donc l'armée américaine, par exemple, qui est peut-être la plus pointue, puisqu'elle mène une guerre en ce moment en Irak et dans d'autres pays, elle appelle ça la gestion de la perception. C'est-à-dire, ce n'est plus... C'est notamment, par exemple, l'embedment. Vous savez qu'aujourd'hui, pour travailler en Irak... Journaliste embarqué. Voilà, il faut s'embarquer avec l'armée américaine. Et tout naturellement, vous prenez fait et cause pour l'armée américaine, vous allez développer leur point de vue, mais même en faisant honnêtement votre travail, tout simplement parce que vous n'avez accès qu'à un seul côté des choses, et aussi comme vous êtes dans une situation un peu dangereuse, vous êtes protégé par eux, donc très vite il y a une empathie qui se crée, et il serait carrément mal poli de se mettre à faire de l'esprit critique par rapport à des gens qui mettent un certain nombre de tonnes de blindage entre vous et le danger qui est dans les rues. Et tout ça, c'est des méthodes, en fait. Bon, ça, c'est assez violent, mais il y a aussi toute une industrie de ce qu'on appelle la relation publique, le public relation, les spin doctors, qui, notamment, ont refait l'image de M. Le Pen. Vous appelez les rois de l'embobbinement, c'est ça? Spin en anglais, ça veut dire tourner les choses, c'est-à-dire offrir la meilleure face des choses pour que ça soit le moins choquant possible. Donc tous les hommes politiques, pas uniquement M. Le Pen, ont recours au spin doctor. Non, vous parlez surtout de Sarkozy. Nicolas Sarkozy est l'artiste numéro 1 en la matière. Oui, qu'on a raconté. Est-ce qu'on pourrait résumer, Guillaume Velrenal, en disant, c'est un petit peu ce que vous dites dans votre livre, dites-leur ce qu'ils veulent entendre. En gros, par n'importe quel moyen, dites-leur ce qu'ils veulent entendre. Et je parle évidemment des hommes de pouvoir qui sont souvent les hommes politiques. Est-ce que c'est un petit peu ça l'idée? C'était la devise de Lénine à propos de la désinformation, dont je parle donc dans mon livre qui s'appelle Les nouveaux désinformateurs. Dites-leur ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est les règles éternelles de la désinformation qui renvoient elles-mêmes aux règles éternelles de la publicité et du marketing. Quand vous faites une réunion marketing, vous dites qu'est-ce que vous avez envie que cette boîte de petits pois vous dise, qu'est-ce que vous avez envie que cette boîte de lessive vous dise. Et la désinformation aujourd'hui, hier et aujourd'hui, c'est de dire finalement qu'est-ce que l'opinion publique a envie d'entendre. Et une fois qu'on sait ce qu'elle a envie d'entendre, on la manipule, on le lui dit. Mais on le lui dit d'une manière très subtile, parfois subtile. C'est très facile de désinformer, je dirais, le public, pardonnez-moi l'expression, le public bas de gamme. Alors, au journal de 20 heures, on peut faire du sensationnel, l'insécurité en 2002, etc. Mais il y a aussi toute une partie de l'opinion publique que l'on peut désinformer de manière plus subtile en utilisant, on parlait des journalistes embarqués, mais on peut parler aussi des intellectuels embarqués dans des causes qui les dépassent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en embarquant des intellectuels dans des causes qui les dépassent, eh bien vous avez les couches dites intellectuelles de la population qui, sans s'en rendre compte, se mettent à raisonner de travers parce qu'on leur a dit ce qu'ils avaient envie d'entendre. Alors, et ils se rendent même plus compte qu'ils raisonnent de travers. Vous citiez Lénine, mais Paul, lui, cite plutôt Barnum, le fondateur des cirques. Il disait « Vous ne perdrez jamais d'argent en sous-estimant l'intelligence du public ». Ça nous fait penser à peu de choses près à ce que disait le patron de TF1, non? Ça me fait penser malheureusement à beaucoup de choses, oui, effectivement, dans l'infotainment qui est en train de... Oui, c'est un patron de cirque, mais il a dit cette phrase, je crois, à la fin du 19e siècle. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelques directions des programmes qui s'en sont emparées, qui l'appliquent quotidiennement. Alors Karl Lang, la
j'allais dire la manipulation, mais disons la culture de l'image du candidat, vous connaissez par cœur au Front National. Oui, vous savez, les techniques de désinformation, de manipulation des masses se sont réalisées tout au cours du XXe siècle. Il faut savoir que, quand vous parliez de compagnons de route, les intellectuels compagnons de route du communisme en France et en Europe étaient célèbres. Ces techniques de subversion révolutionnaire, de manipulation, de conditionnement psychologique ont été mises en place de manière professionnelle, vous les utilisez ultra-professionnelle, par tous les gouvernements communistes d'Europe de l'Est. Nous le dénonçons totalement. Tous les gouvernements communistes d'Europe de l'Est pendant 50 ans. C'est ainsi qu'on a fait croire à des millions et des millions de citoyens d'Europe de l'Est que s'ils étaient par hasard des résistants anticommunistes, eh bien ils étaient des fascistes. C'est ainsi que depuis 20 ans en France, à la demande et utilisant ces mêmes techniques qui sont des techniques subversives, on a fait croire aux Français qu'il y avait le diable de Jean-Marie Le Pen et du Front National. C'était une méthode utilisée par François Mitterrand et son groupe d'intellectuels afin de diaboliser Jean-Marie Le Pen et le Front National et afin donc d'exclure toute possibilité d'alliance électorale entre le courant national et la droite française. Ainsi, M. Chirac, relayant lui-même, et j'en termine, cette stratégie-là, s'est lui-même privé des moyens de se construire un grand mouvement national rassemblant toutes les droites françaises et a permis à la gauche de rester au pouvoir comme ça depuis 20 ans, de manière parfaitement Jean-Marie Le Pen ne serait sûrement pas aussi populaire s'il n'avait pas ce talent oratoire, ce charisme qu'on lui connaît. Il a beaucoup de charisme. Non, juste dans la démonstration de M. Karl Lang, à laquelle j'adhère à moitié, il oublie les techniques de propagande des gouvernements de la droite nationaliste dans les années 30. Mais moi, je du parti nazi, de Franco. Non, mais vous pourriez les citer. Ils ont utilisé exactement les mêmes méthodes, c'est-à-dire la censure, c'est-à-dire la répression des dissidents. Oui. Donc, il y avait aussi Benito Mussolini. Ça n'appartient pas à votre famille. Mais moi, je suis né en 1957. Salazar. Moi, j'ai connu le communisme. Je sais pas, moi, Jérôme Rivière. Je n'ai pas connu cette période-là. Je m'étonne toujours qu'on ne cite qu'une partie de l'histoire. Je suis d'accord. Revenir à la campagne d'aujourd'hui et rebondir sur les techniques qui sont utilisées aujourd'hui de désinformation ou en tout cas de marketing politique pour essayer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy. Si vous voulez, quand on utilise comme logo de campagne, tout est possible, tout va devenir possible. C'est quand même un peu se moquer du monde et quelque part indiquer clairement qu'on n'a rien choisi, qu'on n'a pas fait des choix. Or, je considère qu'à l'occasion d'une campagne présidentielle, le principe d'un homme d'État, c'est d'indiquer un chemin pas toujours facile. La France qui gagne, Philippe de Villiers, c'est pas retrouver la fierté d'être français. Ou alors la France aimez-la ou quittez-la. Vous l'avez d'ailleurs emprunté à Jean-Marie Le Pen, celui-là. Aimez-la ou quittez-la, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait récemment. Mais aimez-la ou quittez-la, j'adhère sans problème. Pour ne prendre nos slogans, ce qui est important de voir, c'est vous en avez un autre, Karl Lang. Être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Je crois que s'agissant de Le Pen, du Front National, il a en plus pas besoin de la manipulation parce qu'il y a tellement d'idiots utiles. Outre concept d'ailleurs de Lénine, les idiots utiles. Ce que j'appelle les idiots utiles, c'est ceux qui se sont précipités à aller piquer dans ces thèmes. C'est-à-dire que quand Sarkozy dit « Oula, je vais faire un coup à droite, clin d'œil, les électeurs du Front National », ça lui rapporte pas une voix, et juste, il y a Le Pen qui arrive, j'ai mes 500 signatures, merci Sarkozy, c'est fait. Ça marche comme ça depuis le début. Alors, les insuffisances des uns et des autres, la bêtise du mode de scrutin, toutes ces choses-là, parce que la bêtise, dire vous êtes dehors, on va avoir un scrutin législatif qui a été fait contre vous, contre les Verts, où j'ai été, on va privilégier les grands partis politiques, il y a la moitié de la France qui ne va pas être représentée, c'est une bêtise énorme, parce que bien sûr, ça donne, au lieu d'avoir 20 députés à l'extrême gauche, 30 à l'extrême droite, des Verts, des centristes, des trucs, et une chambre qui serait parfaitement gérable, on se retrouve avec des gens dehors qui vont jouer de la protestation, etc. Et je crois surtout qu'il y a eu une grande chose qui a duré 15 ans, 20 ans, et qui continue. Moi, la première fois que j'ai écrit sur le Front National, j'ai fait un théorème. À force de prendre les électeurs pour des cons, ils le deviennent. Et qui a pris les électeurs pour des cons? Tous les autres. Ils sont allés à la télé régulièrement en disant « J'ai des idées simples ».
Paul. C'est faux. Personne ne peut avoir des idées simples sur la situation politique et économique de la France, sauf si on dit il n'y a qu'à virer les immigrés, il n'y a qu'à plus soigner les malades qui sont en France. Juste un élément, parce que dans les nouvelles censures, il y a ce qui est de manière sciemment dissimulée, et puis il y a les choix éditoriaux qu'on fait. Et en 2002, on voit qu'il y a des choix éditoriaux qui ont été faits pour insister sur la sécurité, ce qui a c'était pas votre... Enfin, vous avez rien à voir là-dedans, mais ça a servi un peu le Front National. Et puis, est-ce qu'on ne dit pas? Par exemple, il y a une étude d'un organisme européen qui s'appelle la Sirène, qui, sur 6000 ouvriers, c'est énorme. Il faut voir qu'un sondage, ça porte d'habitude sur 900 personnes. 6000 ouvriers qui a étudié les effets, l'impact de la précarité au travail, de l'insécurité sociale, du fait qu'on peut à tout moment être viré, qu'on est en CDD, qu'on a des petites tranches de travail. Qu'est-ce que ça génère? Ça fait l'objet d'un chapitre entier. De mon livre, ça génère de la xénophobie. Ça génère un sentiment de mécontentement. La faute, c'est pas l'organisation comme ça du travail qui fait que le travail est aujourd'hui une espèce de bien qu'on s'arrache, qu'on se Mais c'est pas nouveau, etc. ça, que le Front National soit le réceptacle du mécontentement populaire. Exactement. Ouais. Et alors, ce qui est terrible, c'est que même les gagnants dans ce système-là, parce que dans ce nouveau darwinisme social, il y a aussi des gagnants, eux aussi acquièrent des comportements de type xénophobe et violent. Donc ça, le fait qu'on ne prenne pas en compte l'organisation de la société, qu'elle ne soit pas plus juste et plus répartie, nourrit énormément le Front National, qui effectivement est aujourd'hui le parti réceptacle de cette colère-là. Je peux dire un mot tout de même, parce qu'on parle du Front National, je suis légèrement concerné. Bon, parmi les grandes censures, il y a la grande censure institutionnelle dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on empêche de s'exprimer à l'Assemblée nationale, censée représenter le peuple, des millions de Français. Alors ça, c'est une grande, totale censure. Et encore une pour fois, rassurer M. Konoptiki... Vous pensez à quel Français? Si Jean-Marie Le Pen... Je ne défends pas cette censure. Ça fait 4 fois que je dis que là-dessus, vous avez raison, je suis pour au moins une part de proportionnelle. Absolument, mais moi, je peux vous dire plus. Si Jean-Marie Le Pen était élu président de la République, il instaurerait la proportionnelle intégrale. Vous voyez ce que ça veut dire? La proportionnelle intégrale départementale. Cela voudrait dire qu'enfin, dans cette 5e République, eh bien, tous les Français, tous les électeurs français, tous les citoyens français pourraient être représentés. Ça a duré 2 ans, de 86 à 88, c'est Chirac qui l'a changé. On dit que c'est ingouverable, nous avons la besoin, proportionnelle intégrale. Posons-nous la question de savoir pourquoi il y se trouve c'est sûr que c'est votre intérêt. Des millions de Français qui votent Front National. Mais le Front National n'existerait pas si tout allait bien dans ce pays, si la classe politique qui nous impose son pouvoir depuis 30 ans avait résolu tous les problèmes face aux délocalisations, les problèmes sociaux, les problèmes de sécurité sociale, les problèmes d'éducation, les problèmes de sécurité. Mais si tout allait bien, monsieur, nous n'aurions pas besoin de faire de la politique. Mais c'est bien parce que cette classe politique a démontré son incapacité absolue à répondre aux défis de notre société que le Front National existe. Alors dans l'ouvrage de Guy Konopnicki, j'ai pas vu le nom de Karl Lang, parce que vous imaginez un poste ministériel pour... Il m'a mis à la retraite. C'est les choses de la vie. Le Pen lui donne un poste de confiance, il lui fait garder le parti pendant qu'il nomme un gouvernement. Et puis vous imaginez Dieudonné d'ailleurs en poste de ministre de coexistence des communautés, je crois. Absolument. C'est d'ailleurs ce que Dieudonné s'était proposé de faire quand il est allé à la fête du Front National. Il a une conception un peu particulière de la réconciliation des communautés, parce qu'il y en a une avec laquelle il ne veut pas se réconcilier. Il a tort. Mais voilà. Sur le... Mais vous voyez ce qu'on disait à l'instant, ce que disait Karl Lang à l'instant, ça fait longtemps qu'on a un constat d'échec et que les choses ne fonctionnent pas très bien. Mais ça fait 30 ans que le Front National dénonce sans apporter de solution. On a pu voir un certain nombre de régions dans des collectivités territoriales qui ont été co-gérées. Il y a un truc fascinant. On vient parler de... C'est le droit d'expression. Vous le défendez. Enfin, si je peux dire un mot, ce serait sympathique. Vous êtes candidat... défendez un candidat présidentiel. Il dit exactement... Merci. Vous n'auriez pas exactement la même chose. À la limite, on parle du front. Pas exactement la même chose, parce que très franchement, contre, bon. Dieudonné, c'est vraiment pas notre tasse de thé avec les propositions qu'il a pu prendre. Et en matière d'affaires étrangères, il y aurait beaucoup à dire sur une certaine Nous avons vision, invité, j'allais dire Nicolas Dupont-Aignan, mais on l'a invité aussi. On a invité Philippe de Villiers, qui était en invité principal dans cette émission. Donc on a respecté, en tout cas sur Direct 8, l'équilibre des temps de parole. Messieurs, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. C'est déjà terminé. Nous n'avons que 88 minutes ce soir.